Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Nicolas Piette. Je suis directeur de l'aide aux familles à la CSD de Liège. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet Smartphone pour les aides familiales, qui est un projet de la Fédération des CSD, qui est la fédération patronale de l'aide et des soins à domicile en région wallonne et à Bruxelles. Et ce projet est porté par deux services importants de la Fédération des CSD, le service d'aide aux familles de Colfontaine et la CSD de Liège. Donc ce projet entre dans le contexte de la simplification administrative voulue par la région wallonne. Il y a eu une opportunité au niveau de la région wallonne de simplifier un processus aujourd'hui qui est entièrement papier. Donc nos aides familiales vont aider les familles chez elles et doivent faire attester de leur présence et de leur prestation par un processus papier et recueillir la signature des usagers. Ces documents sont ensuite rapatriés dans les services où ils sont validés, encodés pour payer les salaires, les frais de déplacement et ensuite ils retournent à la région wallonne où là il y a de nouveau un traitement à des fins statistiques. Donc tout ce processus papier aujourd'hui est remplacé par un processus informatisé qu'on va vous expliquer, que ma collègue Johanna va vous expliquer. Ce processus informatisé, il a été fait en concertation avec les organisations syndicales et avec le soutien de la direction générale de la Wallonie. Donc voilà, je passe la parole à Johanna qui va vous expliquer le métier d'aide familiale et puis je reviendrai sur le processus informatique. Bonjour à tous. Donc, comme Nicolas vous a dit, on va vous présenter le projet Smartphone pour les aides familiales de son point de départ jusqu'à la présentation d'une journée type. Alors, avant tout, quelques mots sur le métier d'aide familiale. Donc, les aides familiales sont des professionnels de l'aide à la vie quotidienne. Elles sont formées, diplômées et elles sont reconnues par la région wallonne. Elles effectuent des tâches très variées. Donc, ça va de l'entretien, les courses, les repas, les lessives, leur passage, l'accompagnement social, administratif, mais sans oublier un grand rôle d'écoute et de soutien. Donc ce sont des tâches très variées pour un public très varié, puisque les aides familiales interviennent au domicile auprès de familles en difficulté, des personnes âgées, des personnes handicapées, des adultes malades. Et donc pour exercer leur profession, elles ont besoin d'outils. Donc au niveau des outils, il y a évidemment tout ce qui est disponible chez le bénéficiaire pour qu'elles puissent exercer leur métier, mais il y a aussi les outils qui sont mis à disposition par les services. Donc on retrouve le cahier de communication, la fiche synthèse famille et des documents administratifs. Au niveau des documents administratifs, donc on a voulu vous présenter le F54. Donc ici c'est un F54 fictif. Dessus on y retrouve le nom d'aide familiale, la date, l'heure d'arrivée chez le bénéficiaire et l'heure de départ, le nom du bénéficiaire. Alors vous avez aussi des colonnes pour les kilomètres parcourus. Donc la première colonne, ce sont les kilomètres courses qui sont effectués pour les bénéficiaires. La deuxième, ce sont les kilomètres mission, qui sont les kilomètres parcourus entre les bénéficiaires. Et la dernière colonne, ce sont les kilomètres de la maison de l'aide familiale à la première maison le matin et de la dernière maison de la journée au domicile de l'aide familiale. Au niveau des kilomètres, c'est assez fastidieux pour le calcul, puisque l'aide familiale doit à chaque fois mettre son compteur kilométrique à 0, et donc ou calculer la différence au niveau du compteur kilométrique. Et la dernière colonne, c'est la signature du bénéficiaire, qui elle aussi peut être difficile à obtenir, du fait que certains bénéficiaires ne savent pas ou ne peuvent plus signer. Et donc, pourquoi un smartphone? Mais comme Nicolas vous l'a dit, dans l'optique de la simplification administrative proposée par les pouvoirs subsidiants, la Fédération des services des CSD et des services associés a souhaité s'inscrire dans cette démarche en proposant
aux aides familiales un smartphone, un peu sur base de l'expérience des soins infirmiers dans certaines CSD. Et donc le smartphone, il permet quoi? Eh bien, il permet aux aides familiales de consulter leur planning, de confirmer leurs prestations et de calculer leurs kilomètres, mais sans que ça ne modifie ou ne perturbe le travail de l'aide familiale. L'objectif, c'est vraiment que la version papier soit le reflet de la version informatique. Alors le smartphone, c'est avant tout un outil de communication, puisqu'il permet aux aides familiales d'entrer en contact avec leurs collègues, avec le service, mais aussi avec tous les partenaires de terrain. Il permet aussi d'échanger des informations sur les bénéficiaires et de manière plus sécurisée que si les informations s'étaient retrouvées sur des feuilles vierges, enfin des documents libres. Alors, c'est une plus-value pour les aides familiales. Il faut savoir que les aides familiales évoluent dans une société qui est de plus en plus informatisée. Et donc, on retrouve des médecins traitants qui ont des PC portables, des infirmières qui ont des smartphones ou des tablettes. Et bientôt, il n'y aura plus de prescription papier. Il faudra aller à la pharmacie avec la carte d'identité du bénéficiaire. Et donc, on a vraiment voulu augmenter l'implication des aides familiales dans le travail interdisciplinaire autour du bénéficiaire et en leur donnant la possibilité d'utiliser les mêmes outils technologiques que les autres professionnels de terrain. Alors les avantages pour les aides familiales, eh bien, ce sont des appels gratuits vers les numéros du service, vers des lignes fixes et vers des numéros Mobistar. C'est aussi un forfait internet à 1 giga, dont 250 mégas sont réservés à l'application et les 750 autres mégas sont réservés à un usage privé ou professionnel. Et dans cet usage professionnel, bien, ça peut être par exemple de consulter une recette de cuisine sur Internet ou les heures d'ouverture d'un service. Alors, Nicolas vous l'a dit tout à l'heure aussi, il y a eu un dialogue social. Il y avait vraiment une volonté, comme j'ai dit tout à l'heure, de rester conforme à la version papier, mais aussi de rester conforme au décret de la région wallonne. Il y a eu des discussions et un dialogue avec les conseils d'entreprise. Et ensuite, il y a eu une rencontre avec les travailleurs de terrain pour pouvoir vraiment répondre à leurs questions et vraiment aussi les rassurer par rapport à tout ce qu'elles imaginaient sur le smartphone. Alors le lancement du projet s'est fait en plusieurs phases. La première phase test qui a eu lieu aux alentours de juillet-août, sur 1 ou 2 personnes test pour vraiment prendre connaissance de l'application. Alors il y a vraiment eu une collaboration avec les services informatiques. Par exemple, pour le service de Colfontaine, c'était Gap Informatique, et pour le service, la CSD de Liège, c'était Imixis. C'est ça? Voilà. Alors ensuite, il y a eu l'arrivée de l'Université de Liège avec l'équipe du professeur Pichot, qui a permis vraiment d'apporter un regard extérieur sur le projet et de rassurer tant les aides familiales que les responsables de service. Ensuite, une deuxième phase test qui a eu lieu dans les alentours de mi-décembre sur un groupe plus important d'aides familiales, 20 à 30 personnes, où là vraiment elles utilisent l'application au quotidien avec leurs documents, elles continuent à utiliser la version papier, et sur des zones tant rurales qu'urbaines. Au niveau du financement du projet, eh bien, c'est un autofinancement grâce aux économies de frais de poste, puisque certains services renvoient les horaires des aides familiales par courrier, de frais de papier, puisque plus de photocopie du F54, de téléphone grâce à notre opérateur téléphonique, et évidemment de temps d'encodage. Alors les appareils sont amortis en 3 ans et c'est vraiment un gain non négligeable en qualité et en temps. Voilà. Je vous laisse terminer avec Nicolas. Donc concrètement, pour pouvoir distribuer les smartphones aux aides familiales, il a fallu organiser des formations. Donc les formations sur base de l'expérience de 2004, où nous étions un des premiers services à distribuer des PDA, puisque à l'époque ça s'appelait encore des PDA, à notre personnel infirmier. Les formations se donnent en 2 temps.
Donc une première après-midi où on distribue l'appareil et on laisse le personnel s'approprier l'outil, c'est-à-dire voir un petit peu comment on téléphone, on décroche, on envoie des SMS, on change le fond d'écran, on met les photos de ses enfants, on change les sonneries, toutes sortes de choses. Elles retournent chez elles et elles l'utilisent quelques jours, et puis ensuite elles reviennent une seconde fois. Et cette seconde formation est vraiment avec un objectif plus professionnel. Et là, l'objectif, c'est vraiment de s'approprier l'outil et l'application I54. Toutes les personnes ont évidemment la possibilité de revenir au bureau si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement. Elles ont la possibilité de poser des questions par téléphone ou de venir chez nous poser leurs questions en direct et revoir une fois les manipulations. Évidemment, après cette seconde formation, on ne laisse pas les gens partir dans la nature comme ça. Elles continuent à avoir leurs documents papier, elles ont leur smartphone dans leur poche ou dans leur sac, et s'il y a le moindre souci, pas de problème. Simplement, elles arrêtent le smartphone, elles reprennent le papier, et elles continuent leur journée de travail, et elles ont de nouveau la possibilité de poser des questions ou de revenir et d'avoir des explications complémentaires si nécessaire. C'est quand elles le décident, quand elles se sentent suffisamment à l'aise, que nous arrêtons le traitement de la voie papier. Alors voilà, concrètement, une journée type. Les aides familiales prennent leur petite voiture. L'écran du smartphone ressemble à ceci, donc elles ont le nom, le prénom de la personne, l'heure de début et l'heure de fin de prestation. Donc elles se rendent chez le premier bénéficiaire. Pour garantir le respect de la vie privée de nos travailleurs, le remboursement des frais de déplacement entre leur domicile et la première famille se fait sur base d'un calcul théorique. Donc leur adresse est encodée dans notre système. Quand elles arrivent dans leur première famille, elles démarrent leur journée et par un système qui utilise Google Maps, on calcule la distance théorique qu'elles ont mise pour venir de chez elles dans leur première famille. Si elles ont fait un détour par l'école pour aller conduire les enfants, si elles ont été faire des courses, si elles peuvent faire ce qu'elles veulent, il n'y a pas d'application par rapport à leur vie privée et ça ne nous regarde pas de savoir où elles sont. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand elles commencent leurs prestations. Donc, une fois qu'elles arrivent chez le premier bénéficiaire, elles scannent un code QR. Voilà à quoi ça ressemble en très très grand. Il y en a sur les boîtes de jus d'orange, il y en a un petit peu partout dans les publicités. Donc, ce code QR, il est unique. Il est associé à une et une seule famille et il est appliqué dans le dossier qui reste au domicile de la famille. Donc ce code QR, il permet quoi? Il permet de 4 validations, une quadruple validation. Il permet de valider que l'aide familiale est bien au bon endroit, puisqu'elle a le bon code QR. Le lieu où la photo a été prise par le smartphone du code QR est enregistré, donc on sait aussi avec une coordonnée longitude, latitude qu'elle est au bon endroit. On a l'heure à laquelle la photo a été prise et on a aussi le smartphone qui est unique puisque l'aide familiale doit rentrer un code secret qui la lie de manière indéfectible à son smartphone personnel. Donc cette quadruple vérification permet de valider à 100% que l'aide familiale est bien à la bonne heure, au bon endroit, dans la bonne famille. À la fin de sa prestation, elle refait une photo et un scan du code QR. Ce double scan permet d'avoir une certitude par rapport à la durée de prestation. Maintenant, il y a évidemment un laps de temps qui est laissé à l'aide familiale pour faire le scan à l'arrivée et à la sortie. Donc le but du jeu, c'est pas qu'elle sonne à la porte, qu'elle se précipite sur le code QR. Non, on ne change pas les habitudes, on dit bonjour, on s'inquiète de voir si tout va bien, et puis après on prend quelques secondes pour faire le scan du code, et on reprend de nouveau quelques secondes à la fin de la prestation pour refaire une deuxième fois le scan. Donc quand elle arrive chez son second bénéficiaire,
Là, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même mode de calcul, puisque là, ce sont ce qu'on appelle des kilomètres publics. Ces kilomètres, ces déplacements dans l'organisation de l'aide aux familles dans le décret de la région wallonne, ils sont en partie subsidiés. Et donc là, nous enregistrons les trajets réellement effectués par les aides familiales. Donc là, s'il y a un petit détour parce qu'il y a des travaux, si elles doivent faire une fois le tour du pâté de maison parce qu'il n'y a pas de place pour se garer, les kilomètres sont réellement enregistrés et le smartphone enregistre les kilomètres réellement effectués par nos travailleurs. Donc pareil, là, quand elle arrive, elle fait le scan du code QR. Donc imaginons dans la seconde famille, l'aide familiale, ce qui est dans son champ de compétences, va faire des courses ou va en déplacement avec la famille. Donc elle peut aller faire des courses dans un magasin, mais elle peut aussi accompagner une famille chez un administrateur de biens, par exemple, chez un avocat. Elle peut accompagner son bénéficiaire chez un médecin ou pour un rendez-vous à l'hôpital. Donc là, quand elle fait les courses, quand elle part de chez le bénéficiaire, elle enclenche le petit bouton je me déplace. Elle va faire ce qu'elle doit faire. Tout au long de ce trajet, il y a un calcul de nouveau automatique des kilomètres, donc les kilomètres réellement effectués. Et là, une fois qu'elle revient, elle clôture le déplacement. Il y a un ajout automatique des kilomètres qui ont été faits sur la facture de la famille et un ajout automatique sur le compte de l'aide familiale pour qu'elle en soit remboursée. À la fin de la prestation, elle refait le scan du code QR et ainsi de suite, jusqu'à la fin de sa journée. La journée est finie. Elle peut arrêter son smartphone. Et là, comme le matin, le calcul du trajet théorique se fait sur base de Google Maps. Donc après sa journée de travail, elle n'est pas obligée de rentrer chez elle. Elle peut commencer sa vie privée, faire ce qu'elle veut, aller à la salle de sport, aller au cinéma. Elle fait exactement ce qu'elle veut. Sa vie professionnelle s'arrête et l'enregistrement aussi de ses déplacements s'arrête. Donc voilà comment fonctionne une journée type de l'aide familiale. Aujourd'hui, les développements et la phase test sont terminés. On est en cours de déploiement et on espère être bien avancé sur le rollout complet des 650 smartphones pour les grandes vacances. Ce que j'avais oublié de vous dire dans mon introduction tout à l'heure, c'est que par rapport au dialogue social qui est très important et par rapport à la transparence du projet, par rapport au personnel, je pense que vous devez vous en douter, ce genre de projet peut susciter pas mal d'inquiétudes chez le personnel, même si je pense qu'à l'heure actuelle, on a répondu à une grande partie de ces inquiétudes. Mais pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté, nous avons demandé l'accompagnement du professeur Pichot et de son équipe. Et d'ailleurs, un de ses proches collaborateurs, François, va expliquer en quoi consistait cet accompagnement. Mais c'était vraiment important pour nous d'avoir une expertise externe pour le déploiement de ce projet à deux niveaux. Premièrement, en 2004, quand on avait mis en place les PDA pour les infirmières, il y avait 150 infirmières à la CSD de Liège. Donc, s'il y avait à un moment donné des inquiétudes, on se sentait capable de pouvoir, entre guillemets, comme on dit, récupérer le coup et pouvoir expliquer et rassurer les équipes assez facilement. Ici, sur 650 personnes, ça nous semblait déjà beaucoup plus difficile. Donc, on voulait vraiment avoir un œil externe et une expertise externe à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que nous, notre volonté, évidemment, c'est de pérenniser ce projet. Et donc, on voulait aussi pouvoir remettre des conclusions scientifiques au niveau de la région wallonne et au niveau du pouvoir subsidiant. Donc, c'est pour ces deux raisons principales que nous avons demandé le soutien de l'Université de Liège et de l'école de HEC-ULG et du laboratoire du LENTIC. Donc voilà pour la présentation pratique. Je ne sais pas si vous avez des questions pratiques par rapport au projet. Si personne n'ose poser des questions,
De toute façon, nous serons après sur le stand de la Wallonie pour pouvoir continuer la conversation en individuel. Oui, ah. Quand l'aide familiale scanne le code, si le bénéficiaire est absent ou ne répond pas, que se passe-t-il? Alors, exactement la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, avec son formulaire papier, l'aide familiale, elle peut arriver chez quelqu'un qui n'est pas là. Parce qu'il est parti, il a oublié de prévenir le service, il a été hospitalisé pendant la nuit, toutes les raisons sont imaginables. Donc aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle téléphone au bureau, où là, nous avons ce qu'on appelle un contact center, où les aides familiales peuvent téléphoner, où il y a toujours une présence sociale. Et là, l'équipe supervisée par une assistante sociale essaye de trouver une autre famille, par exemple une famille qui n'a pas été servie cette semaine-là parce que l'aide familiale qui devait y aller était elle aussi malade. Et donc on fait ce qu'on appelle un changement. Et on réaffecte la famille à l'aide familiale disponible. Donc l'aide familiale concrètement sur son smartphone, elle démarre et elle stoppe la prestation, elle ne sait pas scanner le code QR, donc elle note dans son commentaire que la personne est absente. Donc elle scanne et elle scanne 2 fois d'affilée. Donc là, le système reconnaît que la personne est absente. Elle se déplace jusqu'à la famille qu'on lui a attribuée. Et là, on commence à enregistrer ces kilomètres, puisque ce n'est plus des kilomètres privés, mais c'est des kilomètres publics. Quand elle arrive dans la seconde famille, même si cette famille n'est pas sur son smartphone, elle scanne le code QR, et le code QR va affecter cette aide familiale-là à cette famille-là. Nous, entre-temps, on aura fait les changements dans notre banque de données. Et le soir, quand le smartphone, quand l'aide familiale a fini sa journée et que le smartphone renvoie les données, ben, le changement qu'on a fait d'un côté au bureau et le changement que l'aide familiale a fait sur le terrain se confirment l'un à l'autre et la prestation est validée. Et encore une petite question, est-ce que les aides familiales qui utilisent ce principe ne subissent pas une pression supplémentaire au niveau du timing, par exemple? Ça va faire partie de la seconde partie de l'intervention et vous allez voir le ressenti des aides familiales qui va vous être expliqué par quelqu'un d'extérieur, comme ça. Je suis aide familiale. Voilà, mais ça ne m'étonne pas. Mais je pense qu'en interne, on a donné toutes les garanties possibles pour effectivement que ça ne soit pas vécu comme une pression supplémentaire. Cette présentation-ci, je l'ai faite dans tous les secteurs, donc j'ai fait le tour des 51 secteurs de la CSD de Liège. Elle était un petit peu différente. Et avant d'expliquer le projet, j'ai expliqué d'abord ce que ce n'était pas. Et donc les 2 premiers slides, c'était le smartphone n'est pas une pointeuse et le smartphone n'est pas un fil à la patte. Et je vais vous dire, depuis déjà des dizaines d'années, on a un outil technologique de pointe qui nous permet de surveiller où sont les aides familiales. Ça s'appelle le téléphone. Il suffit que je téléphone à 8 h du matin pour savoir si vous êtes bien dans votre famille et je saurai si vous êtes arrivé ou pas. Et pourtant, aujourd'hui, je ne l'utilise pas et je ne téléphone pas dans mes familles pour voir si les aides familiales sont là. Donc, la technologie, elle n'est mauvaise que si on s'en sert mal. C'est ce que je dis à toutes nos aides familiales et c'est ce que j'ai dit 51 fois dans les 51 secteurs que j'ai rencontrés. Alors voilà, je pense que le doute subsiste, mais je pense qu'on ne pourra montrer patte blanche que quand le projet sera mis en place et que quand les premières inquiétudes seront dissipées par la pratique. Je pense que quand l'aide familiale sera arrivée en retard et qu'elle verra qu'on ne s'est pas servi du smartphone pour voir si elle était bien arrivée à l'heure, là, à ce moment-là, les personnes seront convaincues. Je pense que je ne peux pas convaincre les 650 aides familiales. Je pense que je peux faire uniquement, c'est leur donner les arguments pour qu'elles soient convaincues elles-mêmes. Encore une petite question, je suis aussi déléguée syndicale. Ça ne m'étonne pas non plus. Et la question que je me posais, c'est, vous dites qu'il va y avoir un gain de temps pour l'encodage, mais est-ce qu'on ne risque pas des pertes d'emploi? Alors, par rapport aux pertes d'emploi, je pense que chez nous, personne ne va perdre son emploi, simplement des emplois
quelque part peu valorisants, où on avait des personnes qui encodaient toute la journée, vont être réaffectées à des tâches un petit peu plus valorisantes, comme de la vérification, comme répondre au téléphone à des questions de famille, à des questions d'aide familiale, et vont être là en support, donc elles restent dans l'équipe. Simplement, les tâches d'encodage vont disparaître. De toute façon, les personnes ne faisaient pas d'encodage 8 heures par jour. Ça, encoder 8 heures par jour sans faire de faute, ce n'est pas vraiment possible. Mais l'encodage est réparti sur plusieurs personnes et elles vont recevoir d'autres tâches un peu plus intéressantes, je pense. Nous avons aussi engagé dans le projet un emploi supplémentaire, qui est une personne, entre guillemets, support technologique, qui est là pour donner les formations et qui est là pour répondre aux questions. Donc, dans le projet, in fine, nous, on est à plus un emploi. Voilà, monsieur encore. Bonjour. On a bien entendu le volet simplification administrative. J'aurais été curieux de vous entendre un petit peu développer le volet au service d'un métier à haute valeur humaine. Donc voilà, à la CSD de Liège, on est vraiment convaincu que les aides familiales, c'est vraiment des professionnels de première ligne et de première importance. Je pense qu'aujourd'hui, les aides familiales sont sous-estimées dans l'équipe pluridisciplinaire. Leur rôle est sous-estimé et c'est vraiment important. Je pense qu'on est à la veille d'une révolution technologique dans le domaine de l'aide et des soins et c'est vraiment important de les habituer à utiliser les mêmes outils technologiques que les autres professionnels de la santé. Johanna l'a dit tout à l'heure, les médecins ont des PC portables, les infirmières ont des tablettes ou des smartphones. Demain, je ne pense pas qu'un médecin qui écrira un mot à l'équipe de prise en charge autour d'une famille, il écrira sur son PC, ça partira directement sur la tablette de l'infirmière, ça partira directement au pharmacien par le réseau de la santé, le réseau wallon de la santé. Je ne pense pas que le médecin réécrira une deuxième fois son mot avec un papier au dos du paquet de jambon pour l'aide familiale. Donc c'est vraiment très très important que les aides familiales puissent avoir les mêmes outils technologiques que les autres, qu'elles puissent, ça sera un vecteur de communication très très important. Et je pense que c'est important aujourd'hui, le pied à l'étrier, il est mis par une simplification administrative, mais vous voyez, ce qui est affiché aujourd'hui, c'est tout ce qui sort du smartphone, c'est bien plus encore. C'est un outil de communication avec ses collègues et un outil de communication avec les autres professionnels du domicile. Ça, je pense que c'est vraiment très très important. Donc voilà, on est un peu pressé par le temps parce qu'on doit absolument libérer la salle à 11 h. Je vais laisser la place à François Nadeloun de l'équipe du professeur Pichot. Frédéric, excuse-moi Frédéric. Et de toute façon, nous tenons à votre disposition pour continuer la conversation sur le stand de la Wallonie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Nadeloun et pas François. François, c'est le prénom de mon patron. Alors c'est toujours un lapsus qui me va en fait. Hein. Si jamais quand on pense à moi, on pense au patron du Lantic, finalement, ça ne me dérange pas du tout. Je travaille donc au Lantic. Le Lantic, c'est un centre de recherche et d'intervention de l'Université de Liège. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire d'une quinzaine de chercheurs et nous travaillons sur une thématique assez large qu'est le changement organisationnel. Donc, d'une manière générale, lorsque l'entreprise change, évolue, et c'est toujours le cas, et c'est le cas de plus en plus rapidement aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui méritent une attention particulière. Et donc, notre centre de recherche, depuis bientôt 25 ans, s'est centré sur ce type de thématique. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce cas, cette étude que nous avons faite en partenariat avec la CSD, la Fédération de CSD et la SAFSB, sous l'angle de la gestion du changement. Alors, pour débuter le plan de la présentation, donc je vais tout d'abord vous expliquer ce que nous considérons comme crucial lorsqu'on parle de changement technologique, technique. On verra que l'informatisation n'est pas, là on pose la question mais on y répondra très vite, n'est pas uniquement une question technique, mais il y a un certain nombre d'enjeux qui vont porter autour de ce changement majeur pour les aides familiales. On va vous parler de notre intervention en 2 mots, la manière dont nous on conçoit
l'accompagnement dans le changement des entreprises de quelque taille qu'elles soient et de quelque secteur qu'elles soient. Les premiers résultats de notre étude à l'heure actuelle, les étapes que nous allons réaliser dans l'avenir, et enfin, on laissera un moment pour les questions-réponses. Alors, l'informatisation, une question technique, c'est une vraie question, et pour nous, évidemment, on postule, on est une équipe principalement de sociologues, des gestionnaires, des sociologues, mais pour nous, le changement technologique, c'est toujours porteur de supposés organisationnels. Donc, lorsqu'on va amener un nouvel outil, il va y avoir un certain nombre d'appréciations, de perceptions des personnes qui vont être impactées par ce changement. Et donc, la vie de toute organisation est bien entendu marquée par des interrelations entre différents acteurs ayant des objectifs spécifiques. Donc là, je ne vous apprends rien. Dans une entreprise, vous avez des gens qui ne portent pas les mêmes objectifs. Il y a l'objectif général de l'entreprise qui est plus ou moins porté par les travailleurs et par l'encadrement. On sait que dans l'économie sociale, dans l'économie liée à ce secteur-ci, on a souvent des travailleurs qui portent les valeurs, qui sont en accord avec les valeurs de l'organisation. Donc on est bien d'accord avec ce but principal qui est porté par beaucoup, mais chacun va avoir des petits objectifs qui vont lui être spécifiques. Donc l'encadrant va avoir pour objectif que son service tourne bien, le travailleur va avoir pour objectif d'avoir les moyens, le temps, les compétences pour réaliser son travail de la meilleure manière possible, et la direction va avoir pour objectif de s'assurer que l'organisation est pérenne et va pouvoir se développer dans l'avenir et ne pas être menacée par des problèmes organisationnels. Le fait d'amener cet outil technologique, et dans ce cas-ci c'est le smartphone, mais ça pourrait être tout autre chose. Avant c'était le PC, quand le Lantec s'est créé, c'était même pas le PC, c'était un ordinateur dans une grande salle qui occupait toute une pièce d'une entreprise. Ce type d'introduction va modifier potentiellement les règles du jeu. Ça va déstabiliser les gens, ça va modifier les équilibres en place. Ça crée de nouveaux enjeux pour les personnes qui sont concernées par cet outil. Alors, pour nous, et c'est vraiment notre credo, c'est vraiment ce en quoi nous croyons fermement, c'est que le mode de gestion du projet, donc la manière dont le processus va être mis en œuvre, la manière dont on va arriver à introduire ce changement technologique dans une entreprise, dans une organisation, ainsi que le contexte, donc qu'est-ce qui existe dans l'organisation, c'est vraiment le fondement pour nous de la réussite d'un changement. Et pour nous, même si l'outil technique est très important, il faut que ça fonctionne. Dans le cas du smartphone, il faut bien entendu que l'outil soit efficace. Mais si une entreprise n'essaye pas d'envisager son contexte et son processus, on voit qu'il y a des risques qui sont assez élevés pour que les gens rejettent l'outil technologique ou pour que les gens trichent en essayant de dévier les règles qui sont imposées par l'outil. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment notre credo, et je pense que la Fédération des CSD, les CSD et la SAFSB en sont bien conscients puisqu'ils nous ont demandé de les accompagner dans le cadre de ce projet. Et donc pour nous, l'informatisation du F54, c'est donc un processus de changement organisationnel qu'il faut gérer. Il faut anticiper l'impact que va avoir ce changement. On a donc eu la chance d'être impliqués dans ce projet. Alors pour nous, c'est vraiment une grande chance puisque nous n'avons pas toujours l'occasion d'accompagner des entreprises dans de tels changements, parce que c'est un changement technologique qui nous paraît quand même assez d'envergure pour ce secteur. Et la chance que nous avons également, c'est que deux organisations ont décidé ce changement en même temps et nous ont demandé en même temps d'intervenir et de les accompagner. Donc pour nous, au niveau scientifique, c'est vraiment porteur d'un certain nombre d'enjeux, et pour nous, c'est vraiment assez intéressant de pouvoir jouer dans la pièce. Alors, notre intervention en tant que telle est la suivante. Donc, on accompagne, on évalue ces deux expériences qui sont menées en parallèle, et on se fonde sur une méthodologie en 3 étapes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le premier élément, c'est la mise en contexte de l'expérimentation. Donc, je vous expliquais que c'est important de comprendre où on va et où on est. Et donc, où on est, c'est le contexte de l'organisation. Et pour ce faire, nous avons étudié un certain nombre de documents qui nous ont été transmis par les deux organisations. Nous avons également mené un certain nombre d'entretiens qu'on appelle semi-directifs avec des acteurs clés. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a essayé d'avoir des échanges avec des travailleurs, des encadrants, des supports techniques et la direction de l'entreprise, afin d'avoir vraiment la perception de la situation avant l'introduction de l'outil. Que pensez-vous que l'outil va amener dans l'organisation? Qu'est-ce que ça va changer?
On a, ceci, on l'avait fait jusqu'en décembre 2013. Le deuxième élément, c'est un accompagnement et une évaluation d'expérimentation. Donc c'est en cours pour l'instant. On a d'abord été observé sur le terrain. Donc de nouveau pour nous, c'est assez riche de pouvoir aller voir les aides familiales sur le terrain, les accompagner et voir quelle est la richesse, mais aussi la complexité de leur métier. Et donc ça a été très riche pour nous de comprendre comment elles fonctionnaient, mais aussi comment elles prenaient en main cet outil qu'on venait de leur mettre à disposition. Donc on a vraiment suivi ces aides familiales qui étaient en phase de test, qui avaient l'outil. Et on a essayé de voir avec elles ce que ça impliquait réellement, cette arrivée de cet outil technologique dans le cadre de leur travail. Pour l'instant, nous réalisons aussi des focus groups, donc c'est des réunions avec 8 à 12 personnes où on discute d'un certain nombre de thématiques, et les thématiques portent sur, bien entendu, l'impact de l'outil technologique sur l'organisation du travail des aides familiales. Enfin, lorsque l'outil sera répandu et sera été développé et que chaque aide familiale aura le smartphone en main, nous réaliserons une enquête par questionnaire où là tout le monde sera amené à se positionner sur l'impact que peut avoir, qu'a pu avoir et qu'aura peut-être dans l'avenir cet outil pour elles, à leurs yeux. Enfin, la dernière étape, qui était une étape bien entendu très importante, c'est l'étape des recommandations. Une fois qu'on a bien compris le contexte dans lequel on se trouve, donc les deux organisations, et qu'on a bien intégré le processus qui a été mis en œuvre, on peut donner des recommandations qui font sens à nos yeux, qui vraiment seront appropriées et adéquates pour les deux organisations. Nous irons au-delà puisqu'on va également mettre en place un guide méthodologique qui sera à destination des deux entreprises, mais aussi de toute autre entreprise de soins à domicile qui veut implémenter un tel outil. Et donc on va pouvoir transmettre l'expérience de ces deux organisations pionnières et faire en sorte que lorsqu'une troisième organisation voudra mettre en place un smartphone, et je pense que tout le monde va finalement y passer pour peu qu'elle ait une taille suffisante que pour pouvoir développer cet outil technologique, ces deux entreprises ont essuyé les plâtres, si je peux me permettre l'expression, et donc il y aura un certain nombre d'écueils qui pourront être évités grâce à l'expérience qui se réalise ici sous nos yeux. Alors, le cadre d'analyse, en deux mots, la manière dont nous on conçoit le changement, donc c'est ce triangle qui est schématisé ici, où on distingue les contenus. Donc le contenu, c'est de quoi on parle, donc c'est l'outil technologique, c'est le smartphone. J'en ai parlé, le contexte interne et externe, donc les organisations, mais aussi dans quel environnement se trouve-t-on. Donc je pense par exemple aux relations avec l'administration wallonne, donc quelles sont les relations, quels sont les enjeux de l'administration wallonne. Ça fait partie par exemple du contexte externe. Et bien entendu, le processus, je vous en ai déjà parlé. L'intérêt aussi de ce type de démarche, c'est qu'on reste pendant un certain temps, donc on va rester pendant, à mon avis, 9 mois, 6-9 mois, et pendant ce temps, on va pouvoir envisager d'identifier l'évolution des perceptions. Donc on sait que lorsqu'on va amener un outil technologique, a fortiori dans les mains de personnes qui ne sont pas amenées dans le cadre de leur travail jusqu'à aujourd'hui à être liées à la technologie, et donc on l'a vu, des personnes qui ont des difficultés, qui n'avaient pas de smartphone ou qui n'avaient pas utilisé de smartphone, donc ce genre de cas de figure, on imagine qu'au départ il va y avoir un certain nombre d'appréhensions qui sont tout à fait normales. L'intérêt du projet, c'est d'aller voir après 2 mois, 3 mois, si les mêmes personnes ont toujours les mêmes perceptions, si elles considèrent toujours qu'il y a un risque, qu'il y a une crainte, qu'il y a un stress qui est provoqué par l'arrivée de cet outil. Alors les étapes d'un processus de changement tel qu'on le voit nous, on part d'abord de la contextualisation, donc on analyse le contexte, les acteurs et les enjeux en présence, je vous en ai déjà beaucoup parlé. La problématisation, c'est qu'on essaye de se mettre d'accord sur quel est exactement le problème et quelle va être la manière de résoudre ce problème. Et donc le problème n'est pas forcément connoté négativement, c'est quelle est la situation vers laquelle on veut aboutir finalement. La mobilisation, c'est de voir dans quelle mesure il est possible que les gens, tant les travailleurs que l'encadrement, deviennent acteurs de ce changement. Et donc comment ils peuvent s'approprier le processus d'évolution pour pouvoir intégrer ces évolutions, mais aussi pour pouvoir donner leur avis. Faire en sorte que l'outil ne soit pas implémenté sans tenir compte de l'avis des gens. Que l'avis des gens puisse remonter de la meilleure manière possible pour que l'outil s'adapte en fonction des réalités de terrain auxquelles le technicien qui a créé le smartphone et le logiciel sur le smartphone n'avait pas du tout envisagé. Et en fait, par la suite, des points de passage obligés, donc ça jargonne, hein, donc je vais pas aller trop longtemps dans ce genre de choses, mais c'est l'idée juste qu'à un moment donné, le fait que, par exemple, l'expérimentation soit un succès permet de faire en sorte qu'on ne reviendra pas en arrière.
le fait que les CSD et la SAFSB mettent en place ce système avec la transmission de données maintenant E54 vers la région wallonne, c'est un moyen que les choses ne reviennent pas en arrière, que la région wallonne ne dise pas ben non, on va arrêter, on va stopper l'initiative. Enfin, il y a le rallongement, donc c'est l'idée après l'expérimentation d'étendre le dispositif à l'ensemble des organisations, mais aussi à d'autres organisations du secteur. Aujourd'hui, on a déjà réalisé les 3 premières étapes. Alors, nos premiers résultats sont, en matière de contextualisation, c'est qu'on voit bien que la taille de l'organisation, puisqu'on a la SAFSB qui est d'une taille moindre avec un management plus familial qu'au niveau de la CSD qui a une taille plus grande et qui a donc dû formaliser davantage ses pratiques, sont assez importants. La dispersion géographique également, qu'on soit dans un milieu rural ou urbain, a vraisemblablement une certaine importance sur la manière dont les gens vont concevoir ce changement. Alors, il y a également, bien sûr, l'habitude de technologie préalable. Donc, la CSD de Liège avait déjà mis en place des PDA pour les infirmières. Et donc, il y avait un historique qui était fécond pour ce projet-ci. Donc, ils pouvaient s'appuyer sur ce projet en disant « ça s'est bien passé pour les infirmiers, ça va bien se passer pour les aides familiales ». Bien entendu, l'importance de la culture organisationnelle et du style de management va avoir un impact. La manière dont les encadrants vont justifier la mise en place de l'outil, vont justifier le processus de mise en place de l'outil technologique, vont avoir un impact assez important sur la manière dont les gens vont percevoir les choses. Il est évident que si vous anticipez, vous clarifiez, vous formalisez un certain nombre de points, il y aura moins d'incertitudes dans les yeux de l'aide familiale et donc un certain nombre d'éléments qui permettront de rassurer ces personnes. Alors, bien entendu, les modalités de dialogue social sont importantes. Donc, dans des organisations, on sait que le dialogue avec les organisations syndicales ne va pas toujours être le même. Certains vont fonctionner plus sur de l'informel et de la relation de confiance. D'autres vont davantage se fonder sur des règles plus strictes, des échanges plus formels au sein des CE, des CPPT ou de la délégation syndicale. En matière de problématisation, c'est le deuxième point que j'expliquais dans mon modèle théorique, la slide précédente, c'est le fait d'arriver à comprendre quels sont les avantages, les inconvénients et les questions perçues par les personnes. Donc au niveau des avantages, on voit qu'au dire des aides familiales que nous avons rencontrées, mais aussi des AS, des assistantes sociales, pardon, on voit qu'il y a une certaine efficience qui est un avantage qui est reconnu par tout le monde. L'outil va permettre de ne pas perdre de temps, d'être plus efficient. Donc avec les mêmes ressources, on va être plus efficace. Il y a également cet aspect de transparence, de dire je fais bien mon travail, et donc si il y avait un problème dans la réalisation de celui-ci, si on me reprochait d'avoir mal fait mon travail, je pourrais toujours justifier que non, je l'ai bien fait. Parfois, les bénéficiaires sont des gens qui ont des problèmes type Alzheimer, et qui font déjà ça, vont se plaindre en disant mais la personne n'est jamais venue. L'outil technologique permet de garantir que la personne est bienvenue. Et ça, c'est quelque chose qui est entre les mains des aides familiales, qui est précieux, qui les rassure. À côté des avantages, il y a bien entendu un certain nombre de craintes qui ont été perçues, surtout en début de projet. Et donc les craintes, c'est tout d'abord la manipulation technique. Donc c'est un outil technologique en main de personnes qui ne sont pas toutes habituées à gérer un smartphone, hein, comme nous le sommes beaucoup... c'est pas spécifique à ce secteur-là. Dans beaucoup de secteurs, le smartphone reste nouveau et peut faire l'objet d'un certain nombre de craintes. Le contrôle des prestations, il ne faut pas se voiler la face, ça revient systématiquement, c'est un mouchard. Même si le discours des directions est rassurant, les personnes qu'on a rencontrées disent quand même il y a la possibilité technique de nous traquer, même s'ils ne le font pas ou prétendent ne pas le faire. Il y a toute cette question de la vie privée, du respect de la vie privée qui n'était pas très claire aux yeux des personnes, surtout au début. Donc de dire si jamais avant d'aller travailler je vais déposer mon enfant à l'école, est-ce qu'ils vont le savoir, ça fait partie de ma vie privée, je n'ai pas envie que ça se sache. Et là il y a déjà un certain nombre de réponses qui ont pu être apportées pour essayer de diminuer ces risques liés à l'éventuel manque de respect de la vie privée, ou cette perception en tout cas des personnes. Alors il y a la diminution des contacts sociaux qui est aussi une crainte exprimée par beaucoup de personnes qu'on a rencontrées. Donc contacts sociaux internes, donc c'est vis-à-vis du call center, du contact center que les personnes avaient l'habitude de contacter lorsqu'il y avait un problème ou lorsqu'il y avait un changement d'horaire. Donc il y a une crainte que tout passe désormais par le smartphone et par des messages SMS. Là de nouveau, il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées par les directions pour rassurer les travailleurs.
Il y a aussi ce problème, cette crainte de diminution des contacts sociaux avec les bénéficiaires, le fait de dire, auparavant, on prenait la feuille F54 et on prenait 10-15 minutes pour la remplir et boire une tasse de café, et réaliser par la sorte plus facilement la mission sociale qui est liée aussi au métier d'aide familiale. Il y avait également un certain nombre de questionnements qui étaient plutôt sur l'impact de l'outil technologique sur l'organisation du travail, donc intra- et interservice. Comment est-ce que ma relation avec mon assistante sociale va évoluer maintenant qu'il va y avoir le smartphone? Est-ce qu'on va m'imposer plus de choses alors qu'avant je pouvais négocier d'aller dans telle ou telle famille? Également au niveau des métiers, est-ce que le rôle va changer? Est-ce que le rôle de l'assistante sociale va évoluer et va être quelqu'un qui va être toujours derrière un ordinateur en train de piloter les ordres et les changements d'agenda des aides familiales? Alors, au niveau de la mobilisation, on voit qu'il y a de la part des organisations, des dirigeants, la volonté d'informer et de communiquer régulièrement sur l'avancée de l'outil. Il y a aussi, et Nicolas l'a exprimé, des investissements dans la formation à l'utilisation. Donc le fait que les personnes, avant d'être nez à nez avec le téléphone, ont tout de suite une formation qui leur permet de s'acclimater avec ce nouvel outil professionnel. Il y a également un support technique proactif et une correction rapide des problèmes techniques. Alors, les petits problèmes, je pense, ont été résolus rapidement, et il y a eu quelques petits problèmes qui n'étaient pas dépendants de la CSD ou de sa FSB, mais du fournisseur de prestations, qui, elles, ont demandé peut-être davantage de temps. Mais on voit qu'il y a une volonté de la direction de faire évoluer rapidement l'outil au regard des expériences de terrain des premières personnes qui essayent l'outil. Alors, il y a également les avantages extra-légaux. Donc un forfait téléphonique, un forfait de données, data à disposition des aides familiales pour pouvoir utiliser dans le cadre de leur vie privée ou vie professionnelle. Et donc on a eu encore un focus group avant-hier où les gens nous disaient c'est quand même génial cette idée de la carte et de la map qui me permet de faire mon GPS lorsque je dois aller chez une bénéficiaire que je ne connais pas, ou lorsque j'ai dû aller remplacer, aller dans un autre endroit et que je dois me rendre auprès d'une bénéficiaire habituelle mais via un autre chemin. La cartographie sur le smartphone est quand même super utile. C'est quelque chose qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas eu ce forfait téléphonique. Ce que l'on voit après, au milieu du gué, hein, donc on est toujours dans la phase de test, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un positionnement qui est globalement favorable ou attentiste vis-à-vis du projet. Nous, on s'attendait à avoir une vision plutôt négative des choses, hein, parce que le changement technologique amène toujours des craintes. Et les craintes, dans la nature humaine, sont toujours mieux exprimées que les attentes positives. Donc c'est intrinsèque à notre métier, on a toujours des éléments plus négatifs que positifs. Et donc ici, on constate que pour certains, elles sont dans l'attentisme et se disent on verra, on n'est pas optimiste, il va y avoir des avantages, des inconvénients, mais on verra. Ou certains qui sont davantage favorables. On sait qu'il y a des inconvénients, mais on voit aussi un certain nombre d'opportunités pour nous dans le cadre de notre métier, de la professionnalisation de notre métier. Le pilotage du projet est déterminant. Je vous ai dit, il y a des craintes, mais il y a déjà eu des réponses de la direction par rapport à ces craintes. Il y a des questionnements, mais il y a déjà eu des précisions de la part de la direction. Il y a des problèmes techniques, mais les directions ont déjà mis en place des évolutions technologiques pour qu'il n'y ait plus ces problèmes techniques. Et donc on voit que ce projet d'envergure se doit d'être piloté de manière rapprochée pour faire en sorte que les gens gardent confiance dans le succès futur du projet. Alors les étapes ultérieures, ce sera le fait que c'est déjà le fait que le démarrage de l'expérimentation dédramatise et constitue ce que mon patron appelle le point de passage obligé. Et donc l'idée principale est que ça dédramatise. Et donc on rencontre aujourd'hui, donc avant-hier, on a rencontré des gens qu'on avait rencontrés 3 mois plus tôt, ou 4 mois plus tôt lorsqu'ils allaient avoir le téléphone, et ils nous disent, par exemple, la crainte liée à l'appréhension technologique, elle a disparu. Au contraire, maintenant, les travailleurs se disent, c'est génial, j'ai vraiment aujourd'hui la capacité d'utiliser le smartphone, je le fais bien, je peux aller sur la cartographie, enfin, je suis fier de moi. Donc on a eu beaucoup de personnes qui nous disaient ça, et ça nous semble être vraiment un élément important qui fait que les gens, on va être dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que les premiers qui essayent sont satisfaits et donc disent aux autres, tu verras, tu vas avoir une angoisse au départ, mais ça va vite passer.
Alors, la problématique de l'intensification du travail et du contrôle des prestations reste posée. Donc là, on voit bien que les gens se posent toujours la question que Madame a évoquée. Est-ce que ça va être de l'intensification du travail ou d'autres questions que nous, on avait envisagées, qui sont beaucoup parlées dans la littérature scientifique, beaucoup exprimées, et qui restent, c'est est-ce qu'il va y avoir un contrôle des prestations? Et donc, ce que l'on voit, c'est que l'enjeu est nuancé par le sentiment de protection contre l'arbitraire et d'équité offert par la technologie. Donc oui, il y a un problème de traçage potentiel. Technologiquement, c'est peut-être possible de le faire, et je crois qu'il y a un certain nombre de filtres qui font que ça ne l'est pas tant que ça. Mais aussi, l'avantage, c'est l'équité. Il y a peut-être 5% de votre profession qui abusent et systématiquement arrivent une demi-heure en retard et ne prestent pas. Ils font du tort à la profession, et donc le fait de pouvoir cadrer ces gens, ça permet aussi qu'il n'y ait pas plus ces abus et que d'autres personnes qui font correctement leur travail n'aient pas l'impact négatif de cela. Alors, il y a une nécessité pour nous d'une prise en compte explicite de cette problématique en vue de l'étape de rallongement. Donc, lorsqu'on doit stabiliser le projet, lorsque le projet va être à l'ensemble de la CSD et du CAFSB et va pouvoir se développer dans d'autres organisations, il nous semble que c'est important de maintenir une clarification des finalités. Donc la primauté du travail relationnel, donc le corps de métier de l'organisation reste prédominant, et on veut également optimiser les performances, mais en tout cas on ne veut pas être une machine qui va perdre son cœur et qui va ne plus faire que du soin sans plus aucun accompagnement social. La concertation est nécessaire sur ces modalités, donc nous prônons un dialogue social à ce sujet, et donc il nous semble qu'il faut construire un dispositif de suivi collectif. Donc il faut s'assurer que les discours rassurants des directions vont se maintenir dans le temps et ne vont pas être tributaires de la personnalité de l'un ou l'autre dirigeant. Je crois que j'ai fini. Donc je vous remercie. J'ai été un petit peu long, j'ai été un petit peu technique, mais si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste 6 minutes. Je vous propose de poser une première question, et s'il y a des questions qui suivent, on passera sur le stand de la région Wallonie. Est-ce que quelqu'un a une question? Une première question? J'ai été clair. Merci. Merci, bonne journée.